Dites-moi, est-ce que vous pensez que le théâtre c'est chiant, un peu ancien, un peu difficile à lire? Hmm. Vous allez peut-être changer d'avis après cette vidéo. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor puisque je suis de retour chez mon père pour le confinement. Super moment. Au moins ça fait un décor un peu plus sympa, vous avez un aperçu de mes livres puisque j'en ai quasiment aucun à Paris, je les ramène au fur et à mesure c'est mon père. Le théâtre, c'est un genre littéraire qu'on voit pas beaucoup sur Booktube et je me suis dit que c'était intéressant de vous faire une vidéo parce que quand je parle avec mes amis de littérature, il y en a beaucoup qui me disent que le théâtre c'est pas très accessible, que franchement par rapport au roman il se passe pas grand chose ou qu'il n'y a pas des histoires aussi intéressantes. Et en fait je suis pas du tout d'accord, je trouve qu'il y a des pièces de théâtre qui sont vraiment hyper drôles, hyper engagées, hyper intéressantes et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une vidéo de 3 pièces de théâtre qui sont idéales pour commencer le genre. Tadam! Je les adore. Alors on va pas faire un suspense insoutenable et on va commencer avec ma pièce de théâtre préférée qui est Art de Yasmina Reza. Alors je sais plus trop comment j'ai découvert cette pièce, je pense que c'était en prépa. On avait en fait comme thème de deuxième année la vérité. C'est vraiment une pièce où chaque personnage a sa propre vérité et ça y est un peu de l'imposer aux autres, donc c'était vraiment typiquement dans le thème qu'on abordait. La première représentation de Art, elle s'est déroulée en 1994 et en fait c'est la première pièce de la dramaturge Yasmina Reza. Elle a connu un succès fulgurant directement, notamment grâce à l'interprétation en fait des 3 acteurs de l'époque, Pierre Van Eyck, Pierre Arditi et Fabrice Lucchini. Donc plutôt connu, ouais. C'est une pièce qui s'est hyper bien exportée dans le monde et avec le même engouement partout. Et en fait c'est hyper rare puisque comme vous en doutez, c'est une comédie et l'humour est normalement propre à chaque culture. Donc c'est hyper difficile d'exporter des comédies à l'étranger. Mais avec Art, ça a vraiment hyper bien marché et c'est ce qui en fait une pièce française unique et singulière. Alors Art, c'est l'histoire de 3 amis qui se connaissent depuis une éternité et un jour Serge invite Marc pour lui montrer sa dernière trouvaille, quelque chose qu'il a acheté très cher et dont il est très fier. Il s'agit d'un tableau d'un peintre qui est très en vogue qui s'appelle Antrios et il a acheté ça 200 000 francs, ce qui équivaut à peu près à 40 000 euros. Et là vous me dites mais ok quel est le problème, le mec a acheté un tableau très cher, il fait ce qu'il veut avec son argent. Le problème c'est que c'est un tableau blanc avec des liserés blancs, donc des liserés blancs sur fond blanc quoi. Donc Serge montre à Marc le tableau dont il est très fier qui est un tableau blanc sur fond blanc qu'il a acheté très cher. Vous commencez un peu à saisir le début du problème, je pense. Donc Marc, qui est beaucoup plus pragmatique que son ami Serge, il comprend pas du tout son achat et il manque pas de le lui dire. Et pendant leur confrontation, ils vont appeler leur 3e ami, qui est Yvan, qui lui est beaucoup plus calme et réservé que les 2 autres on va dire, et il lui demande son avis, sauf que lui il veut pas de confrontation, il veut pas de conflit, donc il dit aux 2 en fait ce qu'ils veulent entendre. Ensuite toute la pièce se déroule en huis clos dans le salon de Serge, où les 3 amis vont confronter leurs opinions, essayer presque d'imposer ce qu'ils pensent aux autres, puisque d'un côté il y a Serge qui est très fier de son tableau, de l'autre côté il y a Marc qui comprend pas du tout la lubie de son ami et qui pense qu'il fait juste preuve d'une espèce de supériorité intellectuelle, genre j'ai acheté un tableau très cher d'un célèbre peintre. Il y a Yvan qui lui veut pas trop donner son avis, il essaye de mettre tout le monde d'accord mais ça ne fait que les énerver un peu plus. Donc on y parle de la vision en fait de l'art moderne contemporain, des diversités d'opinions qu'il peut y avoir à ce propos, mais aussi de l'amitié entre 3 hommes. Alors s'il y a une chose à retenir de cette pièce, c'est qu'elle est à mourir de rire. Vraiment, je l'ai vue au théâtre en représentation l'année dernière, parce qu'un ami m'avait offert les places pour mon anniversaire, parce qu'il savait que c'était ma pièce de théâtre préférée. Et vraiment, de A à Z, tu rigoles. Je l'avais pas relue exprès avant pour me refaire un peu surprendre par l'histoire et vraiment c'est à mourir de rire. Les 3 personnages sont à mourir de rire. Notamment il y a un monologue à un moment que Yvan fait et si vous connaissez la pièce vous savez de quoi je parle, mais il est incroyable et il est vraiment très reconnu dans le milieu du théâtre comme prouesse à faire de la part d'un acteur. Et c'est assez difficile à vous décrire, j'ai essayé de trouver des représentations sur internet mais c'est pas très fidèle. Faut imaginer les dialogues de la série Bref, mais appliqués à un mec qui parle à bout de souffle hyper rapidement de l'organisation de son mariage, de sa belle-mère, des cartons d'invitation, des invités, j'en passe. Et c'est assez difficile à raconter et à expliquer, il faut vraiment le voir. Mais c'est là que tu comprends la prouesse que ça a demandé de la part de l'écrivaine d'écrire en fait cette scène et après du comédien de la jouer parfaitement. Je pense que c'est un des plus gros travails pour le personnage d'Yvan à chaque fois. Je trouve que la valeur de cette pièce, c'est vraiment de nous divertir tout en nous faisant nous interroger sur notre vision de l'art, la valeur de l'art. Parce que même nous, en tant que spectateurs, on peut pas s'empêcher
d'émettre un jugement sur l'achat de Serge. 40 000 €, un tableau blanc sur fond blanc, quoi. Moi, 40 000 €, je lui fais son tableau monochrome, hein. Donnez-moi du blanc cassé et du blanc coquille d'œuf et je lui fais direct. Mais du coup, on s'interroge, quelle est la valeur de l'art? Est-ce que c'est sa valeur intrinsèque? Est-ce que c'est sa valeur qu'on lui donne? Puisque techniquement, un tableau ne vaut pas plus cher intrinsèquement que le prix de la toile et le prix de la peinture. Il y a à la rigueur le temps que l'artiste y a passé, mais souvent, l'art a la valeur qu'on lui donne en tant que spectateur, en tant que récepteur de cet art. Souvent dans un tableau, il y a un jugement social autant qu'esthétique à prendre en compte. Là, le tableau vaut aussi cher, ce qui vient d'un jeune peintre qui est très en vogue, et Serge est vraiment très sensible à cet aspect-là. Et en fait, c'est là d'où vient la confrontation aussi importante entre Serge et Marc, puisque les deux ne donnent pas du tout la même valeur à ces deux types de jugements. Serge veut avoir un antriose dans son salon, alors que Marc, il ne voit que un tableau blanc, quoi. Et dans cette pièce, Yasmina Reza, en fait, elle laisse le spectateur décider de ce qu'il pense finalement. Il n'y a pas de conclusion. On ne sait pas trop si Serge avait raison d'acheter le tableau ou s'il a vraiment acheté une dope. Le but, c'est que le spectateur continue à s'interroger après. Qu'est-ce qu'il aurait fait à la place de Marc? Est-ce que lui aussi, il aurait traité son ami de bobo, intellectuel, etc. Ou est-ce que nous, on aurait accepté qu'il fasse preuve d'un aussi grand manque de jugement si on le pensait. De nouveau, c'est donc une pièce vraiment très drôle à regarder, très drôle à lire. Yasmina Reza, elle a un style qui est très à elle, très direct, très rythmé, qui matche vraiment parfaitement avec un peu l'humour cynique et autodérision qu'il y a dans cette pièce. C'est très malicieux et du coup ça matche parfaitement avec le côté un peu hypocrisie des personnages. Ça donne une pièce courte, rafraîchissante, profonde, qui restera un classique pour moi des pièces de théâtre modernes. Je ne peux donc que vous conseiller de lire Yasmina Reza et surtout regardez la pièce si vous la trouvez sur internet, vraiment un régal. Par contre, je sais pas vraiment que vous allez rire, sinon vous allez penser que j'ai un humour de merde. Sans plus de transition, on va passer à la deuxième pièce de théâtre que je vous conseille, qui n'est autre que Antigone de Jean Anouilh. Antigone, c'est mon crush d'adolescente. Vraiment, cette pièce de théâtre, je l'ai découverte quand j'étais en 3e. On a dû la jouer en pièce de théâtre avec mon professeur de français. Et je jouais Antigone sur un petit monologue qu'elle a au début face à sa sœur, il me semble, dans la pièce. Et je l'avais vraiment révisé, je l'avais travaillé, vraiment j'étais Antigone. Et je me souviens, je me sentais comme en transe dans la pièce. Enfin bref, c'était vraiment... Je me sentais comme une superstar. Genre ma vocation, c'est d'être dramaturge ou de jouer au théâtre, et bon bah clairement pas du tout, hein, mais je me souviens vraiment très clairement de ce moment, et pour moi c'était un grand moment dans ma vie, et cette pièce de théâtre elle a vraiment un aspect émotionnel un peu. Je sais pas si vous connaissez la version originale, mais de base, Antigone c'est une pièce de Sophocle que Anouilh a réécrite en 1944. Donc je sais pas si vous captez un peu la date, mais pleine guerre mondiale, occupation allemande en France, etc. Sympa. Anouilh a dit lui-même par rapport à cette réécriture, je vais vous lire, que l'Antigone de Sophocle, lue et relue et que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges. Je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. Les affiches rouges, en fait, ça fait référence à ces grosses affiches de propagande nazie qui étaient donc rouges, qui étaient placardées partout en Europe et notamment dans les pays qui étaient occupés à cette époque. L'Antigone de Jean Anouilh, c'est une pièce qui peut être lue indépendamment, mais qui gagne une grille de lecture supplémentaire quand on connaît le contexte en fait général de la Seconde Guerre mondiale et le contexte dans lequel elle a été écrite et jouée. Avec cette réécriture du mythe antique, il va reprendre l'histoire originelle, mais il va casser tous les codes de la tragédie grecque qu'on connaissait habituellement. Alors, pour comprendre Antigone, on va refaire un peu l'arbre généalogique du tout. Antigone, c'est la fille d'Œdipe et Jocaste. Donc Oedipe, vous savez, le gars qui a épousé sa mère et tué son père. Et donc elle est orpheline, enfin plus ou moins orpheline, puisque Oedipe est en exil et que Jocaste s'est suicidé. Elle se retrouve donc avec ses deux frères Éthéocle et Polynice seuls, sauf que ces deux-là ne vont rien trouver de mieux à faire que de s'entretuer. Dans l'histoire, Éthéocle est considéré comme le gentil et Polynice un peu comme le voyou, malheureusement. Et en fait, à leur mort, leur oncle Créon va décider de ne pas donner de sépulture à Polynice et en fait de le laisser pourrir à l'air libre et de se faire dévorer par les charognards, quoi. On n'est pas sur une mort très cool, non. Et Créon, en fait, il va décréter que quiconque cherche à enterrer Polynice, eh bien, sera condamné à mort. Le problème et toute l'histoire vient du fait que Antigone est très têtue et qu'elle ne peut pas se résigner à laisser l'un de ses frères pourrir
comme ça en extérieur et qu'elle va essayer plusieurs fois d'aller enterrer son frère, en tout cas de lui jeter un peu de terre dessus. Le problème c'est que bon, elle va se faire attraper. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais voilà un peu le gros de l'histoire. Alors, cette pièce de théâtre, c'est celle du pouvoir et de la révolte. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a autant plu quand j'étais adolescente, puisque c'est vraiment des thèmes qui nous touchent à cette période-là de notre vie. L'acte d'Antigone, c'est un acte qui est voué à l'échec, qui peut être vu comme futile, et qui pourtant est marqué d'une empreinte d'héroïsme. Elle est prête à tout pour défendre ses convictions et peu importe les conséquences. Elle se dresse de toute sa hauteur d'adolescente contre des hommes plus grands qu'elle, contre des forces qui la dépassent, et elle n'a absolument pas peur. Je veux dire, c'est presque une kamikaze. Elle court au suicide, mais elle y va le cœur léger. Moi perso, j'étais impressionnée par sa force d'âme quand j'étais adolescente. Je me disais, ouais, moi aussi je vais être Antigone, moi aussi je vais être aussi forte et passionnée qu'elle. Bon, peut-être pas au point de courir au suicide, mais bon... Mais en fait, pour elle, l'acte qu'elle fait, c'est un acte de rébellion, mais aussi pour sauver l'âme de sa patrie. Pour elle, la ville n'aura plus d'âme si elle laisse littéralement son frère pourrir comme ça à l'air libre et se faire dévorer par des charognards, alors que c'est l'un des princes de la cité. C'est en plus un personnage ultra féministe puisqu'elle dira absolument non à tout pour défendre ses convictions, elle dira non à sa liberté, elle dira non à son oncle, elle dira non à sa famille, elle dira non au rôle de femme qu'on veut lui assigner, elle dira non au rôle de petite fille obéissante et soignée qu'on essaye de lui inculquer. En fait, elle dira non à tous les faux semblants, elle dira non à l'hypocrisie, elle dira non à ce qu'elle ne veut pas. Elle dira non au fait de jouer un rôle. Jean Anouilh, dans cette pièce, il casse les codes de la tragédie grecque. En fait, je sais pas si vous connaissez un peu, mais en général, dans les tragédies grecques, les personnages se battent contre leur destin, se battent contre les dieux. C'est toujours des éléments extérieurs qui sont inévitables, qui leur tombent dessus, contre lesquels ils essayent de se battre, mais c'est pas possible, c'est le destin, quoi. Ou alors c'est des décisions divines. Et en fait, Antigone ici, elle ne se bat pas contre le destin ou contre les dieux, au contraire, elle se bat contre des forces bien humaines, puisqu'elle se bat contre l'hypocrisie, contre l'égoïsme, contre la tyrannie. Et donc je vous disais qu'il y avait une grille de lecture supplémentaire quand on connaissait bien le contexte, et vous vous doutez bien qu'ici, il y a un parallèle avec l'occupation nazie. Antigone, en fait, elle représente la France qui se soulève contre l'occupation nazie, elle représente l'idéalisme révolutionnaire français. Dans les représentations physiques de la pièce, Jean Anouilh et son créateur de costumes vont même jusqu'à habiller les gardes de Créon en longs cirés noirs qui étaient en fait les tenues de l'époque de la Gestapo. Et en opposition, Antigone va être habillée en longues robes blanches et fluides pour représenter un peu la pureté et la vérité. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que malgré ce qu'on pourrait penser, la pièce n'est pas manichéenne, à part pour Antigone bien sûr, qui elle, dans la fougue de l'adolescence, voit tout en noir ou tout en blanc. Pourtant, le personnage de Créon, il est aussi humanisé, avec son discours attristé par rapport au comportement d'Antigone, sa volonté de la pardonner. On sent qu'il fait pas ça de gaieté de cœur, il doit la condamner parce qu'elle a essayé d'enterrer son frère, mais c'est quand même sa nièce, et il essaye de la raisonner. On comprend aussi ses raisons et on comprend juste que ces deux personnages qui paraissent aux antipodes ne donnent juste pas la même valeur aux choses dans la vie, et pour lui la vie d'un homme doit être faite de sacrifices. Pour lui, pour Créon, il doit sauver les apparences coûte que coûte. Et en fait, le personnage il est tellement humanisé que certains détracteurs de la pièce ont même interprété ça comme une incitation à la collaboration, une incitation au respect de l'occupation nazie. Alors que d'autres ont bien vu dans le personnage de Antigone un refus du compromis et de la collaboration avec l'ennemi, comme le voulait probablement Jean Anouilh. Tout ce que j'en dis, c'est que les héros clivants sont souvent des héros réussis. Du coup, cette pièce, elle se lit très bien, elle est très courte. Je trouve que c'est un excellent moyen de s'initier à la tragédie sans commencer par des tragédies grecques beaucoup plus lourdes et beaucoup plus complexes à comprendre. Cette réécriture de Jean Anouilh est vraiment très abordable. Vous pouvez vraiment oser les yeux fermés. C'est une histoire sombre, certes, mais elle est intemporelle et on peut tous se reconnaître dans les personnages qui y sont dépeints. Puisqu'elle oppose ici un individu contre un gouvernement, un libre arbitre contre un pouvoir arbitraire, donc ça peut faire référence à beaucoup de choses dans notre monde actuel. Vraiment, Antigone, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant, et sans être aussi extrême qu'elle, on devrait tous avoir un peu d'Antigone en nous. Et enfin, troisième pièce de théâtre dont je voulais vous parler, et c'est Huis clos de Jean-Paul Sartre.
Alors je pense que vous avez déjà entendu la fameuse expression l'enfer c'est les autres, et en fait elle vient de cette pièce de théâtre. Elle est écrite aussi en 1944, donc comme Antigone de Jean Anouilh, et c'est la pièce de théâtre la plus connue de Sartre, grâce à l'expression l'enfer c'est les autres dont c'est tiré. Alors pour vous parler un peu du résumé, on a donc 3 personnes qui viennent de mourir et qui arrivent en enfer. Ils sont ensuite tous petit à petit conduits dans une même pièce où ils sont un peu perdus, mais ils comprennent assez rapidement qu'ils vont devoir se juger les uns les autres. C'est un peu le tribunal qu'on redoute tous, en mode est-ce que tu vas reposer en paix ou est-ce que tu vas être torturé pour toujours par les flammes de l'enfer? Sauf que là, cet enfer, c'est un simple hôtel avec un groom qui vous accompagne dans une pièce, il n'y a ni bourreau ni instrument de torture. Les mecs sont seuls. On retrouve donc Garcin, qui est un journaliste, Inès, qui est une employée des postes, et Estelle, qui est une riche bourgeoise. Rien qu'avec leur métier et leurs statuts sociaux, vous vous doutez bien que tout les oppose. Ils se retrouvent donc seuls et ils doivent se juger les uns les autres, d'où vous vous doutez bien, l'expression « l'enfer c'est les autres » vient. Alors cette expression n'a pas fait de l'unanimité à l'époque, notamment parce qu'elle n'a pas toujours été interprétée de la manière dont il se devait. Sartre voulait exprimer l'idée que notre vie, elle se perçoit à travers le regard des autres. Et c'est justement ce regard d'autrui qui nous fait prendre un peu trop conscience de nous-mêmes et qui nous fait prendre conscience souvent de la triste réalité de notre existence. Et donc la pièce, c'est juste nous qui suivons en huis clos ces 3 personnages qui essayent justement de se dépêtrer de cette situation. Alors le premier point qui est vraiment hyper intéressant dans cette pièce, c'est que les masques tombent petit à petit. Au début, même nous en tant que lecteurs, on n'apprend pas grand chose sur les personnalités et les caractères de chacun, puisque chaque personnage garde un peu la face vis-à-vis des autres. Il joue un jeu, il joue un rôle, ils respectent encore un peu les codes socio-normatifs qu'ils suivaient quand ils étaient en vie. Évidemment, ils se sentent tous irréprochables et ils ont aucune idée de ce qu'ils font en enfer. À d'autres. Et puis, petit à petit, les masques tombent. Cette évolution, elle se ressent à travers le langage, puisqu'au début, ils se vouvoient, ils sont très polis, et petit à petit, ils vont commencer à se tutoyer, ils vont commencer à être plus grossiers, un peu plus vulgaires dans leur langage. On apprend au fur et à mesure comment ils sont morts et pourquoi ils ont fini en enfer, parce que, évidemment, ils sont pas aussi irréprochables que ça. Et on les découvre donc petit à petit, en même temps qu'ils se découvrent eux-mêmes, puisqu'ils avouent des choses qui étaient enfouies au fond d'eux-mêmes souvent et qu'ils ne s'avouaient pas. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant et c'est ça qui fait que petit à petit c'est addictif puisqu'on veut vraiment savoir leurs pires secrets. On comprend très vite qu'ils sont en fait dépendants les uns les autres pour sortir de cette pièce, pour sortir de l'enfer et que la torture n'est pas ici physique comme on pourrait imaginer en enfer, mais qu'elle est psychologique. Et donc Sartre voulait que cette pièce soit drôle initialement, mais c'est pas vraiment réussi dans le sens où c'est pas une comédie. Il y a beaucoup d'ironie, on suit des personnages qui sont dans le déni alors qu'on le sait, et vous savez, il y a un peu cette satisfaction en tant que lecteur de savoir quelque chose que les personnages ne savent pas et d'avoir un peu une longueur d'avance, mais c'est pas drôle en soi. Cette pièce en fait c'est surtout une critique de l'importance qu'on accorde au jugement d'autrui, surtout si on le laisse diriger notre vie. En fait, c'est presque un livre de développement personnel, même si je l'ai jamais vu classé comme ça, sur la construction identitaire. Puisque en fait, ça avance l'idée que si je dépends des autres pour baser mon estime de moi-même et ma valeur personnelle, alors toute ma vie je serai en enfer. Puisqu'en fait, il est important d'avoir des rapports humains, mais le regard des autres, c'est un facteur qu'on ne peut pas contrôler. Et donc baser notre estime de nous-mêmes et notre bonheur sur des facteurs incontrôlables, sur lesquels on n'a aucune influence, c'est hyper dangereux. Et en fait, l'expression de Sartre, elle a été mal interprétée selon ses propres dires, puisqu'il ne sous-entend pas que tous les rapports entre les hommes sont viciés. Il dit simplement qu'il existe des rapports viciés, et que donc il ne faut pas baser toute notre estime de nous-mêmes sur le regard des autres, dans le cas où justement on serait dans des rapports biaisés par la jalousie, l'envie, etc. Bon, petit disclaimer, je suis pas une experte de Sartre et je suis pas une experte en philosophie, c'est simplement ce que moi j'ai compris de la pièce et ce que j'ai vu de mes quelques recherches, mais n'hésitez pas si vous avez interprété ça différemment à me le dire en commentaire. La philosophie c'est avant tout une discussion, donc ce serait hyper intéressant d'en parler ensemble. Du coup, moi je trouve que Huis clos c'est vraiment une pièce hyper intéressante sur la construction identitaire, sur, vous savez, un peu le fait de revenir en arrière sur sa vie et revenir en arrière sur ses actes passés et se demander est-ce que oui ou non on est fier de ce qu'on a fait. Comme pour les 2 autres pièces que je vous ai présentées, c'est très court, c'est très abordable, c'est très rythmé, vraiment très accessible. Il y a un peu d'humour, ça change, c'est original et en plus je trouve que c'est une excellente manière de comprendre un tout petit bout, une infime partie de la philosophie de Sartre sans passer par des pages et des pages de philosophie qui peuvent être très compliquées, très complexes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais rien ne vaut une bonne histoire.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré, peut-être donné envie de découvrir du théâtre. Si je pouvais vous recommander 3 pièces de théâtre, du coup ce serait celle-ci. C'est vraiment mes préférées, je les trouve hyper abordables, hyper accessibles. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment très courtes. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pièces de théâtre préférées. Vraiment, je lis pas assez de ce genre, je trouve en ce moment. Et ça me ferait hyper plaisir de découvrir quelles sont vos pièces de théâtre favorites pour les lire et peut-être en parler avec vous. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à dimanche prochain. Ça va faire un éventail stylé.